Doit-on partir d'un dessin quand on veut broder? C'est la question du jour. J'aimerais vous donner mon avis à ce sujet. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Hélène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, c'est là juste en dessous, et puis cliquez sur la cloche pour activer les notifications des vidéos à venir. Alors la question qui revient souvent, est-ce qu'on doit absolument partir d'un dessin ou pas? Alors il y a deux écoles qui s'affrontent, c'est un peu l'école française avec on part d'un dessin, et puis l'école anglo-saxonne où on va peut-être pas partir forcément d'un dessin. On peut partir d'un dessin, mais ce n'est pas obligatoire. Alors dans quel cas doit-on absolument partir d'un dessin? Alors moi je dirais que déjà traditionnellement, si vous faites de la broderie traditionnelle, vous allez forcément partir d'un dessin. Est-ce que vous avez besoin de savoir dessiner pour ça? Non, pas forcément. Vous avez pléthore de dessins sur Internet. Vous pouvez regarder, vous pouvez prendre des éléments, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Vous prenez des éléments, vous recomposez un dessin. C'est d'ailleurs ce qu'on vous demande dans l'épreuve art appliqué au CAP. Vous allez recomposer un dessin. On ne vous demande pas de créer, de savoir dessiner. Donc vous pouvez partir d'images que vous voyez, d'autres dessins, prendre des éléments et recomposer. Donc ça, c'est si vous voulez quelque part faire une broderie plutôt classique, et ça n'a rien de péjoratif, hein, ce n'est pas du tout négatif, ce n'est pas un jugement. Simplement, par tradition, on part d'un dessin. Si vous voulez apprendre à faire des points, il va bien sûr falloir aussi partir d'un dessin. Si vous voulez apprendre au départ, je ne sais pas, le pointige, il va bien falloir que vous ayez une ligne, vous allez suivre une ligne, sinon vous allez être tout décalé. Donc tout dépend aussi de votre objectif. Si vous voulez apprendre les points de façon correcte, c'est-à-dire traditionnelle, arriver à, avant on appelait ça le point parfait, enfin je me souviens quand j'étais enfant que je prenais des cours avec ma grand-mère, parce que c'était carrément des cours, c'était pas seulement je vous montre comment broder, oui, il fallait atteindre ce point parfait. Et pendant des années, on a fait ça, atteindre ce point parfait. Comment arriver à faire le point le plus parfait qu'il soit. Dans la culture chinoise, par exemple, c'est encore le cas. Quand vous apprenez la peinture à l'aiguille en Chine, il va falloir arriver à dépasser le mètre. Mais pour arriver à dépasser le mètre, vous allez faire pendant des mois, vous allez faire le même geste, le même point, toujours pareil. Essayez d'arriver à cette perfection. Ça, c'est leur vision. Ce n'est ni bon ni mauvais. C'est leur vision. Donc je dirais que quand on veut apprendre une technique, oui, on part d'un dessin. Vous voulez faire, hier lors du live, j'expliquais de nouveau comment faire ce passé plat. Pour faire un passé plat, au départ, vous allez partir d'un dessin. Ça va vous aider. Après, une fois que vous connaissez ces points, vous pouvez vous en éloigner et puis créer d'autres choses. Et là encore, deux écoles s'affrontent. Soit vous partez effectivement des techniques, vous avez appris les techniques sont devenues parfaites, vous vous en éloignez et puis vous allez créer d'autres choses. Ou alors, vous allez partir de matière. Vous allez vous laisser inspirer par les matières. Et là, ça va être une démarche plus intuitive. Mais pareil, si vous ne partez pas d'un dessin, vous avez encore deux démarches. Il y a une démarche intellectuelle et une démarche intuitive. Si vous partez de matière, juste de matière comme ça, et que vous voyez comment les matières réagissent, comment vous allez placer les matières comme ça va être une démarche intuitive. C'est exactement comme en peinture. En peinture, vous pouvez faire du portrait, travailler le portrait, les traits, vous allez apprendre à dessiner. Et puis vous pouvez faire quelque chose de très abstrait, très moderne, vous allez vous laisser guider par votre intuition. Donc ça, ce sont vraiment deux démarches qui sont à l'opposé. Et puis vous avez ce que j'appellerais la démarche intellectuelle, où là vous allez partir d'un thème et vous allez faire des recherches. Donc si je vous donne par exemple le thème de la nature, vous allez faire des recherches par rapport à cette nature, vous allez trouver des images, des photos que vous allez prendre, vous allez vous inspirer peut-être d'autres artistes, pas forcément des artistes brodeurs, ça peut être des artistes peintres, ça peut être des sculpteurs, ça peut être n'importe quoi, des architectes également. Là, vous allez vous inspirer d'images, vous allez prendre ces images, prendre des éléments. C'est une démarche intellectuelle. Mais cette démarche intellectuelle n'efface pas forcément la démarche intuitive. C'est-à-dire que vous allez partir de cette démarche intellectuelle, réfléchir, et à l'intérieur
Quand vous aurez vos éléments, rien ne vous empêche après d'avoir une démarche intuitive. Donc on en revient toujours à la même chose. Déjà, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Lorsque vous regardez un tableau et lorsque vous allez dans une exposition, qu'est-ce qui vous fait plus vibrer? Est-ce que c'est le style impressionniste? Est-ce que c'est un style plus figuratif? Qu'est-ce que vous aimez? Parce qu'il n'y a pas de vrai ou de faux. Il y a ce que vous ressentez. L'art, c'est toujours un ressenti. C'est-à-dire que vous regardez un tableau, vous êtes avec une personne, même si c'est votre meilleur ami, même si votre mari ou votre femme, l'autre personne n'aura jamais le même ressenti que vous. Vous regardez un tableau, ça va vous donner des émotions. La beauté, c'est toujours pareil, c'est toujours très subjectif. Donc vous ne pourrez jamais créer la même chose que votre voisin, puisque vous n'avez pas les mêmes émotions. D'ailleurs, c'est très clair, si vous partez d'un dessin, un même dessin va pouvoir, selon les personnes, faire des broderies complètement différentes. Déjà en termes de couleurs, en termes de technique, vous n'aimez pas forcément les mêmes techniques que votre voisin. Et ça, je vous en parlerai la semaine prochaine parce que j'ai fait faire un challenge à mes élèves en partant d'un seul et même dessin, d'arriver à créer donc une broderie. Et vous allez voir les différences qu'il y a entre chacun. Mais revenons-en à notre thème, dessin ou pas dessin. Si vous décidez de ne pas partir de dessin, donc vous avez cette démarche intellectuelle, vous partez d'un thème, vous faites vos recherches et vous pouvez, à l'intérieur de ça, donc déstructurer des matières. Vous savez que j'aime énormément ça, faire des explorations textiles. Et là, c'est de l'intuition. C'est, à votre avis, voilà, vous touchez une matière, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Cela n'empêche pas d'avoir une connaissance des points, bien au contraire. Donc, se laisser guider par des matières, mais aussi par votre imagination. Si vous avez, par exemple, un support, pourquoi ne pas l'ajourer? Vous avez appris par exemple des broderies de jour. Qu'est-ce qui vous empêche d'ajourer justement un support, un tissu ou une matière plastique, ce que vous voulez? Vous l'ajourez. Vous pouvez faire un cercle, vous pouvez faire un carré, mais vous pouvez faire une forme comme vous souhaitez. Et à l'intérieur de cette forme, vous pouvez tirer des fils, faire quelque chose d'extrêmement moderne. Si vous avez appris par exemple la broderie de Sillaos, vous avez lancé vos fils, vous avez tissé par exemple pour faire votre broderie. Qu'est-ce qui vous empêche de vous éloigner de ça? De prendre des fils beaucoup plus modernes, des fils un peu métallisés, des lurex, de tendre tout ça à l'intérieur, de passer n'importe quoi et de tisser d'une façon différente. Là, vous allez vraiment rentrer dans un processus créatif, vous allez vous éloigner des techniques. Mais qu'est-ce qui vous aura inspiré à la base? Ce sont quand même les techniques. Et nul besoin de connaître parfaitement la broderie de Sillaos, vous allez pouvoir broder à partir de ça. C'est ça qui va vous inspirer. Donc pour vous inspirer, il va falloir connaître énormément de choses. C'est pour ça que dans mes formations, j'aime bien mettre beaucoup de choses. Vous allez découvrir des broderies ruban, de la broderie or, de la broderie purement de la broderie d'art avec le crochet de Lunéville, broderie traditionnelle. Et à partir de ça, vous allez créer un monde complètement différent. C'est ce que j'appelle vous affranchir des techniques. Donc à mon avis, il est intéressant d'apprendre déjà les techniques. Une fois que vous connaissez les techniques, vous allez vous en éloigner. Ou pas, vous pouvez faire un point parfait dans une œuvre. À l'heure actuelle, de plus en plus, les écoles de mode, elles font l'inverse. Elles ne partent pas des techniques, elles partent des matières et elles reviennent aux techniques après. Moi, j'ai été formée d'une autre façon. Je suis partie des techniques pour arriver après à créer autre chose. C'est ma façon de faire. Libre à vous de faire comme vous voulez. Après, si vous partez des matières et que vous arrivez sur les techniques, vous n'aurez jamais la qualité de la technique que si vous partez des techniques. Vous n'aurez pas la même qualité parce que vous n'allez pas consacrer autant de temps à la technique. Alors, est-ce qu'il faut consacrer 10 ans à une seule et même technique, par exemple comme en Chine sur la peinture à l'aiguille, vous allez consacrer 10 années de votre vie, du matin au soir à ne faire que ça? Encore une fois, c'est une question de choix. Et là, j'aimerais faire un parallèle. Quand j'enseignais l'allemand, j'ai enseigné aussi le français à l'étranger et j'ai enseigné à des élèves du coup qui n'étaient pas français. Il y avait j'étais à Hong Kong, donc il y avait des Hongkongais, il y avait des Australiens, des Canadiens, des Anglais, des Américains, bref, tout était mélangé. C'était dans une section donc internationale, la démarche n'était pas la même. Vous aviez chez les tout petits, donc quand au CP en France, on apprend à faire des lignes pour arriver à écrire, donc vous faites des lignes de A jusqu'à ce que votre A soit parfait. Ça, c'est une démarche technique.
Maintenant, chez les anglo-saxons, dans la section internationale, ils ne faisaient pas du tout comme ça. Je n'ai jamais vu les élèves, même c'était avant le CP, c'était en maternelle, ils étaient beaucoup plus petits, et on leur laissait le crayon et ils essayaient de faire des lettres. Comme on fait maintenant aussi avec ses enfants, vous avez un petit, il a envie de faire des lettres, vous lui montrez, il fait ses lettres. À la différence près que chez les anglo-saxons, on n'allait jamais reprendre l'élève, on n'allait jamais le reprendre sur la façon dont il formait ses lettres. Il formait ses lettres à l'envers, fine, il formait ses lettres à l'envers, c'était pas gênant. Et en fait, quel est l'objectif à la fin? L'objectif à la fin, c'est de savoir écrire. Donc, un élève, par exemple, de 4 ans, qui va former ses lettres, qui va commencer à écrire, et qui va prendre une page pour écrire son prénom, par exemple, Tim. Il va écrire Tim en énorme. Et le français qui va passer des heures et des heures pour arriver à écrire Tim sur les carreaux, à la fin, vous arrivez en terminale, où vous regardez ces mêmes élèves, ces deux mêmes élèves, le français et puis l'anglo-saxon, vous allez voir qu'ils écrivent à peu près de la même façon. Enfin, ils ne vont pas écrire pareil, chacun a son écriture. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en a pas un qui va écrire d'une façon plus jolie que l'autre. À la fin, on arrive exactement à la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes plus scolaire, vous allez forcément avoir une démarche d'apprentissage qui va être différente. Si vous n'êtes pas du tout scolaire, ça ne va pas vous convenir. Vous allez être plus intuitif, il va falloir partir sur autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas de bien ou de mal, pas de jugement à porter. Si vous avez envie de créer, si vous avez envie de broder, allez-y. Et si la méthode d'apprentissage des points ne vous convient pas, faites différemment. J'ai une élève en cours en présentiel qui déteste faire les lignes droites. Elle déteste ça. Donc, quand on a commencé à faire juste sur un carré un passé en piétant, voilà, pour expliquer comment faire déjà sur des lignes droites, elle a eu énormément de mal parce que ce n'est pas elle. Est-ce que ça l'a empêchée pour autant de faire du passé en piétant? Absolument pas. Absolument pas. Elle s'est approprié ce passé en piétant, elle en a fait un autre. Et c'est très bien également. Pourquoi en broderie on ne pourrait pas suivre l'évolution qu'a connue par exemple la peinture? Au XVIIe siècle, on ne peignait pas comme on peint aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez plein de démarches différentes. On parle énormément de peinture intuitive, vous savez exactement la même chose en broderie. La première, je dirais, qui a commencé là-dedans, ça a été Aurélie Lanoiselet, qui a vraiment fait des choses très différentes, qui ne parle pas de dessin, qui crée des choses très intéressantes. Là, sur un échantillon également que j'avais créé, est-ce que j'ai fait un dessin au départ? Non, je n'ai pas fait de dessin. J'avais envie de jouer avec les rubans. Je suis partie comme ça d'une exploration de rubans et j'ai créé quelque chose. Là, il n'y avait aucune démarche intellectuelle. C'était vraiment un échantillon pur et dur d'intuition, on va dire. Une autre démarche intellectuelle serait par exemple de partir d'un texte. Un texte qui vous a plu, parce que les mots ont résonné. Deux personnes, par exemple, peuvent lire le même livre, avoir un ressenti complètement différent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé quand vous lisez une phrase, que ça vibre, que ça fasse quelque chose et que ça vous fasse monter les larmes aux yeux? C'est pas forcément ce qui est dit, mais juste les mots. Comment les mots résonnent. Et vous pouvez partir comme ça d'un texte et créer une broderie par rapport à ça. Par rapport à l'émotion que vous avez ressentie. En tout cas, si vous avez envie de créer, il va falloir un moment s'éloigner de ce que vous avez appris. C'est le même processus quand on apprend par exemple une langue. Vous apprenez une langue, au début vous allez répéter des choses, vous allez répéter des mots, des choses. Et puis à un moment, vous allez ce qu'on appelle transférer. C'est-à-dire que vous allez vous faire les mots et vous allez créer vos propres phrases, vous allez créer votre propre univers linguistique. Si vous partez des techniques, au début vous allez reproduire les techniques, reproduire. Et puis à un moment, ces techniques, vous allez vous les approprier et vous allez créer autre chose. Donc là, on n'est pas du tout dans la broderie traditionnelle. Si vous voulez créer des broderies traditionnelles, libre à vous. Moi, ce n'est pas mon objectif. J'aime accompagner aussi des élèves qui vont créer leur propre univers. Donc je les aide dans cette démarche. Alors évidemment, il va falloir connaître des matières et des techniques. Si vous voulez connaître des matières,
J'ai un e-book qui est gratuit, vous pouvez le télécharger, le lien est juste en dessous dans le descriptif. Là, vous allez voir un petit peu les matières qu'on utilise, mais ce n'est pas une fin en soi. Vous avez toutes les matières qui vous entourent, vous pouvez les utiliser. Dans cet e-book, je ne vais pas parler par exemple de plastique, mais vous pouvez partir de plastique, vous pouvez prendre du métal. Tout ce que vous allez trouver, tout ce que vous allez toucher, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc ne vous mettez pas de barrière, ne vous mettez surtout pas d'œillets. Affranchissez-vous des techniques et allez-y, créez. Et si ce message vous parle, eh bien réservez un appel téléphonique avec moi, on parlera de votre processus créatif. Vous ressortirez de cet appel avec plein d'idées. Ça dure 45 minutes, vous et moi. C'est entièrement gratuit et sans engagement. Et si vous savez déjà que vous avez envie d'apprendre des techniques, mais savoir aussi comment utiliser ces techniques dans d'autres contextes, eh bien rejoignez-nous dans mes formations. Les liens sont juste en dessous, il va y en avoir encore une qui va sortir très bientôt. Avec ces 2 grosses formations, vous aurez à peu près toutes les techniques pour arriver à créer. Et puis après, j'ai envie de dire, créer, tester, expérimenter. Il n'y a qu'en expérimentant que vous allez progresser et découvrir d'autres choses. Donc mon rôle, c'est de vous guider dans des démarches créatives. Dans les lives, on parle beaucoup de ça. En tout cas, je vois les progrès que font mes élèves, c'est assez impressionnant. Donc encore une fois, ne vous bloquez pas, ne vous mettez jamais d'œillères. Les œillères, c'est vraiment l'opposé de la création et de l'art. Si vous avez envie d'être dans une démarche artistique, il va falloir vous affranchir un petit peu de toutes ces normes, de toutes ces règles. Donc apprenez d'abord à être un bon technicien, affranchissez-vous de tout ça et vous allez devenir un artiste. Voilà, j'espère que ça va faire un petit bout de chemin dans votre tête. Mettez un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec ce fameux challenge. Passez une excellente semaine, au revoir.